Je suis ravie d'accueillir la station Audio Vibrance, donc j'espère que vous allez être aussi subjugués que nous l'avons été à Bruxelles. Donc on va laisser la parole à Yves pour sa conférence, pour qu'il nous explique un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette belle station. Et puis par la suite, vous pourrez essayer bien sûr la station Audio Vibrance avec toutes ses spécificités et ses programmes. Donc voilà, je vais te laisser te présenter, je pense que ce sera nettement plus facile que moi commencer. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et une belle découverte. Merci. Bien, bonsoir. Donc je vais déjà avant tout remercier Anne-Marie Goblet, Anne et le docteur Mingo par sa présence, par le fait que tout à l'heure Baudouin va, voilà, on est entre amis, là, donc Baudouin va un petit peu donc donner aussi son point de vue à lui, comment il a découvert cette station. Voilà pour les remerciements à tous ces gens sans qui je n'aurais pas pu venir vous rencontrer. Et donc la première chose à faire quand on est dans un groupe, c'est de se présenter, comme l'a dit Marie. Donc voilà, je suis compositeur à l'origine. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans un centre de recherche national français avec des outils informatiques, puisque j'étais dans une branche de la musique savante qu'on appelle la musique électroacoustique. Je parle assez fort, vous m'entendez tous? Ouais, d'accord. Et maintenant, j'ai changé un peu de casquette puisque je dirige une entreprise qui s'appelle Audio Vibrance et qui produit ces stations et qui est basée à Bourges. Alors Bourges, en France, quand on prend le nez de la Bretagne et la couette de la carte géographique qui jouxte la Belgique, en fait, c'est le point central, 1 ou 2 mm près vers le haut. C'est là que se situe Bourges, en plein centre de la France. Donc c'est là que pendant 10 ans, préalablement aux 5 ans qui ont été à proprement parler les 5 années de gestation des produits que vous avez devant vous, j'ai accumulé lentement par rapport à mon travail de responsable pédagogique dans ce centre, parce que j'étais compositeur, je présentais des œuvres donc au Festival Synthèse et dans d'autres festivals du monde. Et dans ce centre, j'étais responsable pédagogique. Et en fait, ce sont les enfants qui m'ont amené à découvrir un petit peu, m'ont mis la puce à l'oreille, disons. Voilà, c'est pour situer le cadre. Maintenant, je vais prendre un petit peu la chronologie de la présentation que je vais faire. Donc, il va y avoir une partie qui va être consacrée un peu à l'histoire, de ces sons dans l'histoire du monde. On va aller assez vite quand même. Ensuite, je vais vous parler de la différence entre musique et sonorité active. On en profitera pour écouter des exemples sonores qui illustreront la progression de mon travail. Et nous terminerons avec un peu un descriptif des stations telles qu'elles sont ici pour que vous puissiez, de façon plus avertie, vous y installer et vivre l'expérience de l'audio-vibrance. Voilà comment va se décomposer l'exposé. J'espère le faire durer au maximum 35 minutes, de façon à ce qu'après, s'il y a des questions, ce soit la partie la plus amusante du jeu des questions-réponses. Donc, pour ce faire, Guillaume Gou, qui donc distribue aussi le produit en Suisse, m'a réalisé un joli PowerPoint qui va être un peu la charpente de cet entretien avec vous. Voilà. Donc là, il faut savoir que Jean-Philippe Rameau, qui est un compositeur du XVIIIe siècle, a eu cette magnifique pensée que je partage complètement. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il était bourguignon comme moi, et qui s'opposait tout à fait avec la pensée d'une autre école, celle de Jean-Jacques Rousseau, qui disait que la musique était surtout issue du langage, des modulations du langage, et non pas d'une résonance de la nature et des objets. Voilà. Ça c'est important parce que cette phrase résume un peu l'audio-vibrance. Alors donc, on voit ici que depuis 12 000 ans, on a
en particulier pour l'ocarina, on chiffre à 12 000 années les premières traces d'ocarina. Alors l'ocarina, c'est un objet musical très simple qui peut être accordé d'une foultitude de manières et qui produit des sonorités très pauvres. C'est quoi une sonorité très pauvre? C'est une sonorité qui contient peu d'harmonique. En fait, les sonorités les plus pures sont les plus pauvres. C'est bizarre. Les flûtes sont des sonorités pauvres en harmonique. Les bols tibétains sont des sonorités pauvres en harmonique. Les quartz, les bols à quartz puissants sont des sonorités pauvres en harmonique. Les sons les plus riches en harmonique sont souvent les plus difficiles à écouter. Et les sons chargés d'inharmonique, c'est-à-dire des sons bruissants, à part certains gongs qu'on apprécie, sont plutôt des sons désagréables. Le bruit des automobiles, le bruit des moteurs, le bruit des appareils qui marchent avec de l'air comprimé sont des bruits très très chargés d'une gamme de fréquences importante, et donc on se rapproche d'une totalité de fréquences entendues simultanément. Donc plus les sons sont pauvres en harmonique, plus ils sont clairs, plus ils sont purs, et plus quelque part ils sont générateurs, quand les fréquences correspondent à ce dont on a besoin, générateurs de bien-être. Et si on n'en a pas besoin, ils paraissent toujours trop forts. Alors, on a aussi dans cette histoire remarqué que certaines cultures ont utilisé aussi dans les sons de la voix certains types de sonorités qui étaient considérés comme sacrés, parce qu'énergétiquement très puissantes. Alors, on retrouve d'une façon un peu diminuée la même force sonore vocale dans certains sons utilisés dans les arts martiaux, par exemple, ou dans les sons vocaux qui guérissent. Par exemple, tous les sons tibétains provoqués avec la voix, qui ont des vertus, dans la médecine tibétaine, des vertus guérissantes. On appelle ça des sons guérisseurs, des sons vocaux guérisseurs. On retrouve aussi d'autres types de sons, mais pas pour leur structure propre, parce que là je vous parle de sons qui n'ont pas de forme esthétique ni de forme rythmique. Le son pour le son, une fréquence. Particulièrement les rythmes. Dans les rythmes, on va arriver par des pulsations à provoquer des états modifiés de conscience. Tous ceux qui ont déjà vécu des expériences chamaniques le savent, hein, entre la voix et les percussions sur les tambours, hein. Donc on arrive à provoquer des choses, vraiment des états modifiés de conscience, où des forces énergétiques sont intériorisées par les gens autour desquels on frappe le tambour. Voilà, alors ça ce sont des exemples, on en aurait d'autres encore. Alors dans le bol chantant, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on étudie les fréquences du bol chantant, puisque c'était mon travail de pouvoir avec des outils extrêmement précis rentrer dans la matière sonore et extraire les harmoniques, extraire les éléments, les vibrations élémentaires de chaque son, parce que chaque son c'est un son, comme je vous disais, ils sont plus ou moins riches en harmonique. Un son c'est une orchestration, et chaque son est un orchestre de sons élémentaires, et c'est l'organisation extrêmement précise de ces éléments sonores de base qui permet de dire tiens c'est une flûte, tiens c'est un son de piano, tiens c'est un bruit de moteur. Mais à la base, tous ces sons sont composés d'éléments ultra simples qui sont les mêmes. Comme la matière est composée d'atomes qui sont finalement, dans certaines combinaisons, les mêmes, alors qu'on n'a pas du tout la même matière. Et c'est en extrayant des sonorités par les outils qui étaient les miens dans ce centre de recherche, en extrayant de ces sonorités les éléments vibratoires les plus énergétiques, que j'ai commencé à construire une cartographie de ce qui provoquait les sensations les plus fortes sur le plan physique et les états les plus prégnants sur le plan auditif. J'avais pas encore idée de mélanger les deux à ce moment-là. Alors si on en arrive à aujourd'hui, bien les thérapies par les sons, aujourd'hui elles existent. Là on a une photo de ce qu'est
musicothérapeute. Donc en fait la musique, bien que là l'enfant handicapé touche la guitare pour sentir la vibration, c'est surtout la musicothérapie telle qu'on la vit en Europe en tout cas, elle est principalement médiatrice d'un dialogue avec la personne qui est en difficulté. Alors on a soit la musicothérapie passive, comme là où on va faire entendre soit une musique sur un support, un vinyle, un CD, soit on va jouer quelque chose. Donc l'enfant ou l'adulte est passif, mais il va se créer une médiation avec la personne. Mais ce ne sont pas les sons qui vont agir sur celui qui les écoute de façon profonde au point de changer le fonctionnement d'un organe ou d'apaiser une douleur. Simplement, ça va mettre la personne dans une condition de dialogue avec le musicothérapeute qui va pouvoir engager un dialogue. Si ça ne suffit pas, parce que la personne, par exemple, n'a pas l'usage du langage ou pour une raison particulière et en situation de repli, ne veut plus parler, on va utiliser ce qu'on appelle la musicothérapie active. Donc on va avoir des tas d'objets, des petits instruments ou des objets qui produisent des sons, et on va jouer avec ces objets jusqu'au moment où la personne en face va avoir une réaction de vouloir prendre un objet, de dialoguer avec les sons. Mais là encore, les sons sont en fin de compte un outil de médiation. Ils sont pas utilisés par rapport aux fréquences qu'ils contiennent pour obtenir un résultat direct sur la personne qui va les produire ou les entendre. Et ça, c'est important de bien faire la dissociation par rapport à audio-vibrance. Alors, la différence est là, c'est que d'un côté, on a de la musique avec des échelles définies, des notes qui ont des fréquences précises, un Do 3 c'est une fréquence précise, le La du diapason c'est 440, depuis que Goebbels a accordé le changement du La 432, il faut savoir qu'officiellement, c'est pendant la guerre de 40 que le La 432 a été officiellement abandonné pour un La 440 à l'époque du Troisième Reich, qu'on n'est jamais revenu là-dessus, alors que c'est une hérésie. Je veux dire, ça rend la musique beaucoup plus agressive et beaucoup plus stridente de travailler sur la base du 440. Et tout est accordé comme ça maintenant. On est progressivement allé vers un champ esthétique, une identité qui a affirmé des identités culturelles précises, alors qu'au détriment du contact avec la vibration sonore. C'est-à-dire que la résonance des musiques baroques, qui était d'ailleurs en 432, accordée en 432, sur des échelles modales, donc avec des intervalles, des demi-tons inégaux, qui ne permettaient pas de transposer. Ça c'est un peu technique, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas faire jouer une flûte avec un clavecin. Si la flûte était en Fa et le clavecin était accordé en Ré, on ne pouvait pas transposer, c'est-à-dire ça ne fait rien, je vais partir du Ré, puis je vais faire mes tons, mes demi-tons, ça ne marchait pas. Parce que toutes les résonances étaient ce qu'on appelle des résonances basées sur la gamme naturelle et sur des intonations justes. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les résonances étaient maximales. Ce qui fait que ces musiques-là, elles n'avaient pas besoin de beaucoup d'instrumentistes. Avec 7-8 instrumentistes, on avait l'impression d'une puissance sonore dans la salle, mais phénoménale. Il n'y avait pas besoin de plus. Par contre, on était limité parce qu'on ne pouvait pas, dans une même musique, changer de tonalité, donc créer des ruptures émotionnelles en brutalement changeant la tonalité. Mais par contre, toutes les résonances étaient pauvres, plus pauvres et moins énergétiques pour les gens qui écoutaient. Donc c'est important parce que c'est aussi là qu'audio-vibrance s'éloigne de tout ce qui est musical. Parce que dans les programmes audio-vibrance, les fréquences sont déjà des fréquences pures, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec peu d'harmoniques, mais des harmoniques extrêmement précises, travaillées au centième de hertz près. Et vous avez donc dans ces programmes un accordage extrêmement résonnant. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on a fait la certification avec l'ingénieur méthode, il avait cru que les intensités des vibrations, quand il s'est assis sur le fauteuil, étaient très fortes. Et donc il a demandé à ce qu'on loue un accéléromètre pour savoir quelles étaient les puissances vibratoires que prenait la personne assise. On se dit, mais il faut quand même contrôler parce que bon, il y a une législation. Est-ce que ça pourrait pas bon. Donc on a fait le calcul. Et en fait, ce qu'il faut, si on prend la législation du travail telle qu'elle est en France, il faut rester 48 heures assis sur le fauteuil pour dépasser ce qui est permis en 8 heures de travail dans un poste de travail où il y a des vibrations importantes mais qui ne nécessitent pas de réduire le temps de travail à moins de 8 heures.
ou de faire des pauses toutes les 2 heures. Donc un poste de travail où il y a de la vibration, mais pas un marteau-piqueur, pas une pelleteuse, quelque chose qui permet quand même de travailler 8 heures. Eh bien, avec les vibrations qu'il y a sur ce fauteuil, en fait, il faudrait y passer 48 heures pour prendre en vibration ce que prend un travailleur pendant 8 heures. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il prend en 8 heures est bien dur. Hein. C'est un autre débat. Donc ça donne un peu les niveaux. Et pourquoi elle paraît si forte? À cause de ces résonances naturelles qui se passent à l'intérieur du corps, puisqu'on a 3 points qui vibrent dans le corps, sous les pieds, au niveau du bassin et au niveau du dos. Et donc cet accord de ces 3 vibrations se produit à l'intérieur du corps, et comme ce sont des accords en intonation juste, les résonances sont extrêmement diffuses et puissantes, alors que un niveau d'intensité est assez faible. Alors là, on voit bien d'un côté donc ces notes, ces claviers, de l'autre côté des dessins de fréquences. On voit bien dans ces dessins de fréquences qu'il y a des motifs répétitifs qui sont extrêmement précis, et ça donne une belle illustration de ce que ces vibrations sont, les vibrations pures. Alors que si on va le voir tout à l'heure, là, on a ici 3 représentations spectrales de 3 types de sons. Alors on voit donc le temps qui passe, hein, donc de gauche à droite. En profondeur, on voit les fréquences. Les fréquences les plus graves sont devant, vers les couleurs rouges. Les fréquences les plus aiguës sont vers les couleurs violettes. Et puis les pics, ce sont les intensités. Alors on voit par exemple qu'une voix parlée, c'est un espèce de brouillard inorganisé, avec des changements d'intensité extrêmement précises par contre, hein, qui permettent de faire les plosives des consonnes et les résonances des voyelles. Et on s'aperçoit qu'une voix de soprane, c'est déjà beaucoup plus structuré et qu'il y a des intensités énormes sur certaines fréquences et constantes. Là, on va avoir, dans la voix de la soprane, on a des parties bruissantes sur les parties graves, et puis après on a ces fréquences majeures. On en a 3, on voit 3 teintes, il y a 3 harmoniques principales quand elle tient sa note, et on voit qu'une onde pure, c'est un espèce de rasoir sonore sur lequel on peut vraiment très précisément aller. Donc à partir de ces ondes pures, on va pouvoir travailler soit avec des résonances stochastiques. Alors les vibrations mécano-transcutanées, c'est ce qui se passe au niveau du corps, donc on va avoir des fréquences qui vont quand même sous forme d'ondes pures et accordées. Les sons binauraux, ça se passe au niveau du casque, les modélisations d'espace sonore virtuel aussi, les sons synchrones aussi, les résonances stochastiques aussi. Alors on va écouter maintenant, parce que c'est bien joli moi, de mettre des noms sur des choses qu'on n'entend pas, mais on va essayer d'écouter certains types de sons et d'illustrer, de commenter. Je vais vous commenter un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va donc écouter tout d'abord ici un accord de 2 sons. Ça, c'est un accord tempéré. En fait, j'ai peut-être même mis un 3e. Et là, on entend le même, mais en accord, en intonation juste. Puis maintenant, on va écouter un accord de plusieurs sons. On rajoute une basse, on en a 4, et on rajoute une note plus aiguë à l'octave. Vous avez tous entendu les 4 sons? Oui. Ouais. Donc vous voyez, non? Et qu'est-ce qui n'a pas entendu les 4 sons sur le dernier? Tout le monde a entendu? Oui. Ah, les entendre? Oui. Oui, mais il y a quelque chose à discerner entre... Bah, il y a 4 sons qui sont sur des hauteurs différentes. Au début, il y a le grave et puis après l'aigu qui sont ajoutés. Voilà. Alors, ensuite, on va écouter ce qu'est une fréquence pure très grave. En général, ces fréquences-là qui sont utilisées en vibration mécano-transcutanée. Et là, on les entend séparément. Ça permet d'illustrer un petit peu les différents matériaux sonores utilisés.
Vous l'entendez de là-bas? Ça, c'est vraiment très très grave. Ça vient. Hein? Oui, on ressent. Ouais, vous le ressentez? Heureusement qu'on a un bel appareil Bose, parce que ça, avec une radiocassette normale, on l'aurait pas entendu. Alors après, on va entendre le battement de deux sons très graves accordés, ici. Vous voyez ce battement? C'est ce type de battement qu'on a dans les bols tibétains. C'est plus aigu en général. Là, on peut obtenir des accordages aussi graves parce que je travaille avec des appareils de laboratoire de physique qui me permettent de pouvoir vraiment accorder mes fréquences. Même le Bose, il a du mal à les passer là. Et on entend le battement. Alors ce battement, il est dû au décalage fréquentiel entre deux ondes sinus pures. Et à un moment donné, on a des creux et des bosses parce que l'énergie des deux sons purs, par moment, s'annule, par moment, s'additionne. Donc, dans les creux, on a ce qu'on appelle des inversions de phase, et on retourne vers le silence, puis au moment où ils s'additionnent, on a une suramplitude. Et suivant la fréquence des deux sons, ça peut être constant, mais ça peut aussi se balader. S'il y a par exemple une fréquence qui bouge par rapport à l'autre, on va avoir des accélérations et des ralentissements. C'est ce qui se passe dans le bol tibétain, mais avec plus d'ondes que là. Là, il y en a deux, c'est facile à écouter. Pourquoi? Parce que les bols tibétains sont faits de 7 ou de 9 métaux, hein, pour ceux qui le savent, et les fréquences de résonance de ces métaux ne sont pas les mêmes. Donc le bol tibétain va, suivant comment il a été travaillé, va pouvoir produire différentes fréquences qui vont par moments s'annuler, et ce sont ces fameux battements diffus qui émanent des bols tibétains qui sont dus à la constitution des matériaux. Ce qu'on a peu avec les bols en quartz. Si vous avez déjà écouté des bols en quartz, le bol en quartz démarre avec une puissance énorme, mais en fait si on n'en joue que d'un, on a vaguement un battement qui est dû aux réflexions de la pièce, c'est-à-dire c'est le bol qui produit une fréquence, voire deux maximum, et qui va jouer avec lui-même en fonction de la résonance de la pièce. Par contre, si on travaille avec un deuxième bol en quartz, on va avoir deux fréquences comme là, et à ce moment-là, on va avoir des battements entre les deux harmoniques des deux bols, parce que les fréquences sont différentes. Voilà, alors on revient. Alors, on a la même chose avec des médiums. Ça va beaucoup plus vite là. Alors après, on va travailler avec les modélisations d'espaces sonores virtuels. Bon, je vais vous faire écouter ici. En plus des fréquences, on a de l'espace. C'est lointain, ça se rapproche. Donc ça, c'est la valeur ajoutée en plus du croisement. Alors là, c'est un gong normal, c'est pour faire la différence. Voilà. Donc on peut retrouver, en travaillant avec les ondes pures, on peut retrouver des formes qui se rapprochent beaucoup d'un instrument acoustique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de bien comprendre que ces modélisations permettent d'extraire tout ce qui est bruissant. Par exemple, quand on tape sur un gong, il y a les transitoires d'attaque, on appelle ça, hein. Le moment où il y a l'impact, c'est un son qui parfois est un peu fort et qui est très bruissant. Donc, c'est pas ce son-là qui va avoir une valeur énergétique sur des fréquences données. De même pour un piano, quand on enlève, alors ça c'est très drôle, quand on enlève l'attaque d'un piano, on enregistre un son de piano, on coupe l'attaque, c'est-à-dire les premières dixièmes de seconde, quand le marteau frappe les cordes du piano, on n'entend plus du tout un son de piano. Parce que la partie harmonique, elle est finalement pour les sons médium aigus assez pauvre sur un piano, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a l'aspect percussif qui laisse une trace mémoire dans la tête de l'auditeur, et toute la partie résonante est perturbée par ce choc de départ, de même sur le gong. Mais cette perturbation, elle peut être utilisée, elle peut avoir un intérêt. Alors, mais sur le plan énergétique, elle en a peu. Voilà. Elle peut même distraire la personne. La personne se relaxe,
on voudrait lui faire entendre la partie résonante du gong parce qu'il y a beaucoup d'inharmoniques et puis on sait qu'il peut y avoir des battements. Ah, pas de chance, on a tapé trop fort sur le gong. Bon, la personne couvre les yeux parce que les transitoires d'attaque sont trop forts. Quand on les travaille comme ça, avec beaucoup de précision, on va pouvoir faire disparaître ces transitoires et laisser les gens dans leur recherche intérieure par rapport à la dynamique énergétique des vibrations qui arrivent après. Alors, on peut aussi écouter des résonances stochastiques. Alors, c'est quoi les résonances stochastiques? Là, je suis en train de vous passer en fait la palette de tout ce qui se trouve dans les programmes audio-vibrants. Les résonances stochastiques, ce sont en fait des bruits blancs aussi. Alors, c'est quoi un bruit blanc? Vous débranchez l'antenne de la télévision. Quand vous aviez des télévisions à tube cathodique, vous vous rappelez, on débranchait l'antenne sur l'écran, on voyait des petits points noirs et blancs, et puis on entendait comme ça. Bon, ça c'est du bruit blanc en termes de composition, et quand on parle avec des ingénieurs du son, on appelle ça du bruit blanc ou du bruit rose s'il est un peu moins strident. Mais en médecine, on appelle ça des résonances stochastiques. En aéronautique aussi, parce que les problèmes d'aérodynamique, il y a aussi des problèmes de résonance stochastique. Et donc ces résonances stochastiques, elles ont les particularités de favoriser la propagation des informations dans des réseaux nerveux déficients. Par exemple, si on met une personne sur un carré vibrant avec ces bruits blancs et qu'on la laisse plusieurs fois par jour sur ce carré vibrant, elle va retrouver progressivement une dynamique sensorielle au niveau de la voûte plantaire, et les informations, parce qu'il y a toutes ces vibrations qui passent dans les réseaux nerveux et qui arrivent à remonter au cerveau, elle va progressivement retrouver les informations proprioceptives d'appui sur le sol qu'elle n'arrivait pas à traiter avec son cerveau parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'influx électrique et d'informations qui montaient jusqu'au cerveau dans les nerfs en relation avec les voûtes plantaires. Ce qui fait que, il y a une expérience qui permet de le faire assez simplement, du reste c'est rigolo, ce qui fait que ces personnes-là ont pu progressivement lâcher leur déambulateur et remarcher. Donc ils ont fabriqué des semelles qui vibrent, semelles bioniques ils appellent ça, et à Montréal il y a une autre expérience où ils ont envoyé donc des vibrations, des résonances stochastiques avec des branches de lunettes du côté de l'oreille interne, parce que l'équilibre vient évidemment des informations qui viennent de la voûte plantaire, mais aussi du fait que dans l'oreille, on a un dispositif qui nous permet, un peu gyroscopique, qui nous permet de retrouver notre équilibre. Eh bien, plutôt que de faire partir ce brouillard sonore de la voûte plantaire, on s'est dit, tiens, si on le faisait partir de ces endroits, eh bien ça marche aussi, figurez-vous. Les gens retrouvent de l'équilibre. Donc, dans le repose-pied d'audiovibrance, on a par moments des vibrations extrêmement pures, comme dessiné tout à l'heure sur l'écran, là, comme à droite, là, mais on a aussi parfois des résonances stochastiques, et elles sont à des niveaux beaucoup plus faibles. Et elles vont dynamiser la fréquence qu'on a envie de faire passer dans la voûte plantaire. Voilà. Donc, si on veut... pardon, je vais vous faire encore écouter un bruit. Alors, je vais vous faire écouter des résonances autour d'un bruit brun. C'est un bruit plus sourd. Puis après, on écoutera un bruit blanc. On écoutera des véritables résonances stochastiques. Alors là, on a ces bruits blancs, ces bruits roses, pardon, et en plus on a un battement dessus. Un battement très très lent, parce qu'on doit être autour de 1 Hz. Un battement par seconde. On va écouter maintenant des résonances stochastiques type bruit blanc. Ça ressemble beaucoup à de la pluie. Ça ressemble aussi à ce que je vous disais, quand on débranche l'antenne de la télé. Alors si à l'intérieur de ça, alors là c'est l'inverse d'une flûte ou d'un ocarina, on a toutes les fréquences, absolument toutes les fréquences, et c'est hyper stimulant. Là il y a énormément d'aigus. Donc écouter la pluie, c'est un bon travail. C'est plus intéressant d'écouter une pluie battante que d'écouter la mer, parce que dans la mer il y a des creux et des bosses, et il y a des parties aléatoires dues au ressac, alors que là c'est vraiment plat. Et pour les stimuli, c'est très important. Je vais le contraire. Pardon? Je vais le contraire.
C'est-à-dire, oui, voilà, bah oui. Oui, ben non. Ouais, mais non, mais c'est très stimulant. C'est très stimulant. Oui, ben oui, pourquoi pas. Mais en fait, il y a très peu de distance entre ce qui apaise et ce qui stimule. Hein. Et ouais, c'est ça le truc. Si sur une résonance stochastique, je vous mets par derrière un battement binaural correspondant à des ondes alpha, vous allez vous apaiser. Si avec les mêmes résonances stochastiques, je vous mets du gamma, vous allez sortir du fauteuil comme un ressort. Et la résonance stochastique, elle va, en fin de compte, être le médium, un peu. Comme sur une toile, avant que le peintre peigne sur une toile, il met ce qu'il appelle du médium. Une espèce de blanc ou une espèce de blanc-gris parfois. C'est un peu les résonances stochastiques. Et de là, il va pouvoir poser ses couleurs qui vont avoir une base stable derrière et il va travailler beaucoup mieux. Alors là, on a un battement mi-aigu avec une accélération et une spatialisation. Donc le son, au lieu d'être toujours présent, collé, il a tendance à s'éloigner. Et les battements sont irréguliers, hein, se modifient. Et puis on va terminer cette petite promenade avec un travail autour de phonèmes vocaux, parce que c'est important, la voix c'est quand même Donc là, vous avez bien senti la tension provoquée par l'accélération des pulsations, et puis la montée dans l'ouverture des fréquences aiguës, les sons se rapprochent, puis ensuite on ralentit à nouveau, les sons, en même temps on passe les sons vers le grave, et en même temps on l'éloigne. Et on sent bien quand ça se rapproche et que ça va dans les aigus, ça tend quelque chose. Hein. Puis après, quand ça repart, ça détend. Bien dans les programmes apaisement des tensions et surtout destination sommeil, il y a un gros travail de fait autour de ce principe-là pour amener les gens à s'endormir. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment, c'est comme si je vous étais en train de vous dire, bah, tiens, telle huile essentielle peut provoquer telle chose, telle autre telle chose, mais si je les mélange, je vais avoir un effet nouveau. C'est un peu la même chose mais avec des sons là. Évidemment c'est inhabituel et je suis là pour ça, pour vous faire découvrir quelque chose de tellement nouveau. Et donc là vous avez vraiment la base de ce qui se passe dans Destination Sommeil. C'est structuré comme ça. Et c'est aussi ce qui se passe dans les CD. Donc les CD, il y a 4 CD qui sont aussi construits autour de ces sonorités et qui permettent donc de soit développer une acuité quand on est un petit peu ramolli au niveau intellectuel parce qu'on a trop bossé et puis qu'on n'arrive plus à suivre. Donc on va pouvoir retrouver une acuité, une concentration, une clarté d'esprit parce qu'on va un petit peu faire le ménage dans la tête avec des fréquences très aiguës parce que comme l'a souligné Alfred Tomatis, les fréquences aiguës sont des fréquences qui énergétisent l'esprit réveillé. Et on va en écouter tout de suite des fréquences des cristaux dont j'ai réalisé des structures qui ont tendance à bien réveiller. Et peut-être que ça va être intéressant parce qu'on en a peut-être besoin. Voilà. Alors,
Ça, c'est du matériel extrêmement cristallin. On a des fréquences qui vont jusqu'à 18 000 Hz, 15 000, 18 000 Hz. Et ces craquements-là, ces cristaux-là, écoutés au casque, avec des battements, sont vraiment des éléments dynamisants du cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement chargés en énergie, ce sont des cristaux sonores qui battent à 18 000 vibrations par seconde. Ils ne sont pas forcément perçus directement identifiés par la cochlée, le cortex auditif, mais toutes les harmoniques associées, parce qu'on a du 18 000, mais on n'a pas que du 18 000, hein, là, vont donc provoquer des décharges électriques très très fortes par des attaques extrêmement fines. Et lorsque les vibrations mécaniques, puisque le son est une vibration mécanique, sont amplifiées par le tympan et les petits osselets qui sont derrière, ils vont arriver à la cochlée, ce sont des petits cils. Ces petits cils vont transformer les signaux en signaux électrochimiques, et tout ça part dans le cortex, hein, via le tronc cérébral d'abord. Si je me trompe, il faut m'arrêter, hein, ceux qui savent bien, parce que ça peut arriver, je me trompe. Mais là, je crois que jusque-là, c'est bon. Et donc après, quand on arrive au cortex auditif, il y a un échange avec le reste du cerveau, et il y a une énorme quantité d'électricité, dans la limite de ce que le cerveau sait gérer, qui vont donc charger les processus synaptiques d'une énergie électrique. Donc ces cristaux-là ont ces particularités. Voilà pour ces cristaux. Alors après, là on voit que même les enfants n'y échappent pas. Là on a un enfant qui écoute le CD méditation, hein, introduction à la méditation. Et je dois dire que j'étais extrêmement surpris parce qu'on a eu au dernier salon des parents qui nous ont laissé leur enfant parce que les enfants étaient turbulents, puis comme ça ils allaient voir d'autres stands pas loin. Et non seulement ils étaient contents d'écouter des sons, mais en plus ils sont vraiment rentrés à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors ça c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que on s'y attendait pas, quoi. On s'y attendait pas. Là je veux dire, la photo elle parle d'elle-même, et on en a eu 7-8 comme ça qui nous ont été laissés. Alors moi je pensais que c'était les parents qui méditaient ou qui travaillaient de la relaxation avec leurs enfants, mais pas du tout, ils nous ont dit non. C'était même étonné quand on allait chercher de voir les enfants complètement rentrés en eux. C'est impressionnant, hein. Alors voilà, là on voit bien ce qui se passe dans les fauteuils. Alors là je vais me lever un petit peu parce que c'est bien important de comprendre qu'on va avoir ici dans les pieds donc des vibrations mécano-transcutanées, un peu comme les sons très graves qu'on a entendus, mais on ne les entend pas, ça passe directement dans le corps. Donc la vibration sonore va monter dans les jambes. Il va y avoir une autre vibration sonore au niveau du bassin qui n'est pas la même, accordée en intonation juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, et une troisième au niveau des épaules. Et suivant les intensités de ces fréquences et la façon dont c'est mixé, on va par exemple pouvoir faire passer cette fréquence-là à un niveau faible, la faire descendre dans le bassin à un niveau fort, et celle-ci lui faire subir le trajet inverse. Ce qui fait qu'au moment où les deux fréquences vont se croiser dans le ventre, on va avoir des sensations vibratoires à l'intérieur du ventre. Et qui plus est, si ces vibrations qui changent, qui modulent, qui ne sont pas toujours sur la même fréquence, et alors, je ne vais pas tout vous dire, ça fait partie du brevet, je vais quand même en garder pendant 5 années un petit peu la secret, on va avoir, en fonction des masses volumiques des organes à l'intérieur du corps, parfois des organes qui vont rentrer en résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organe va se mettre à auto-vibrer lui-même sur les fréquences qui sont à l'intérieur du corps en train de se balader. Ça arrive par exemple quand on a un verre posé, je sais pas, par exemple à côté du lave-vaisselle, tout d'un coup le verre il se met à tintinabuler, puis il a pris la fréquence du lave-vaisselle. On appelle ça en physique, on dit qu'il vibre par sympathie. Voilà, c'est une résonance par sympathie. Et c'est ce qui se passe dans le corps. Et donc on va voir les sons qui vont descendre dans les bras, plus ou moins. Alors là on a 2 expériences tout à l'heure. Hein. Donc ça y est, j'ai oublié les prénoms. Luigi, après la séance, il me dit oh bah ouais, mais c'est bien, c'est vraiment, ça m'a détendu, c'est passé partout, mais dans les mains, rien. Et puis madame qui me dit oh bah c'est bien, ça m'a détendu partout, c'était bien, alors dans les mains, vraiment trop.
J'ai les mains qui piquent. Ça pique encore? Non, c'est fini maintenant. C'est fini. Ça a piqué, ça a même picoté pendant 5 bonnes minutes quand même, au moins. Donc, ça dépend de sa réceptivité aux vibrations, ça dépend des vibrations des différents programmes, les fréquences ne sont pas les mêmes, et puis donc on va avoir une balade ou pas. Alors là on voit que la personne a mis les mains sur le côté, pourquoi? Parce que ça c'est pas le Serenity, là les deux personnes ont testé des grands modèles, et le grand modèle est conçu comme une table d'harmonie au niveau des accoudoirs. Hein. Donc, alors que celui-là qui est beaucoup plus compact, on est obligé de sacrifier un peu les vibrations dans les accoudoirs, et cette personne les a mis sur le fauteuil pour aller les chercher avec ses mains. Donc ces vibrations-là, elles sont cohérentes entre elles, et elles évoluent dans le temps. Et elles sont aussi cohérentes avec ce qui est écouté dans le casque. C'est-à-dire que ce qui est écouté dans le casque, c'est pas un surplus écouté avec un CD pendant que le fauteuil vibre, c'est un programme qui est créé à la fois au niveau audio et au niveau vibration sur le même support et en une fois. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le casque est corrélé intimement avec ce qui va se passer dans les pieds. Les modulations dans le corps sont intimement liées aux modulations de ce qui se passe au niveau oreille. Donc on a ici un travail sur le soma, hein, sur le corps, sur le physique, cohérent avec un travail sur le cerveau et sur l'esprit, donc la psyché, je préfère le mot psyché que mental, parce que mental on le connote maintenant d'une certaine façon et esprit d'une autre. Donc on va dire sur toute la psyché. Évidemment ça passe aussi par un travail sur la matière cérébrale, puisque ces vibrations, surtout les vibrations binaurales, vont amener à synchroniser les deux hémisphères et à les faire s'harmoniser. Donc les deux hémisphères ne travaillent pas toujours à la même vitesse. Quand on voit les électroencéphalogrammes, on n'a pas toujours les deux hémisphères qui tracent la même chose. L'invitation des ondes binaurales les amène à se synchroniser sur une fréquence qui n'existe même pas dans ce qui est écouté au casque. C'est ça qui est un petit peu curieux. Maintenant, on sait que c'est réel. C'est-à-dire que sur 80% des gens qui écoutent, quand elles se laissent prendre par le programme, contrairement à une molécule chimique, tout ce que je suis en train de vous dire, ça ne va pas agir à votre insu. Vous pouvez bloquer le processus. Ça peut arriver que vous attrapiez un bon mal de crâne en voulant le bloquer, mais vous pouvez. Une molécule chimique, une fois qu'elle est avalée, elle va faire son effet. Si elle ne le fait pas trop, c'est qu'il en fallait en prendre un peu plus, parce qu'on avait peut-être un gabarit qui nécessitait d'en prendre 2 plutôt qu'une, mais l'effet va se faire à votre insu. Hein. Là, ce n'est pas à votre insu. Si vous voulez bloquer le processus, c'est possible. Par contre, je vous dis, il peut y avoir des effets de maux de tête. Et tout ça pour dire que au niveau cérébral, il va y avoir une proposition de synchronisation. Si vous laissez aller, elle va se faire. Le cerveau, les hémisphères vont se synchroniser sur une fréquence particulière qui n'existe pas dans les sons écoutés à gauche et à droite, qui est la différence entre la fréquence à gauche et la fréquence à droite. C'est-à-dire que si à gauche on vous fait écouter 100, une vibration de 100, un son qui vibre 100 fois, et qu'à droite on vous fait écouter un son qui vibre 108 fois, eh bien, il y a une différence de 8 vibrations par seconde. Les deux hémisphères, au bout d'un moment, ils vont se mettre d'accord et ils vont être enclins à se synchroniser sur un battement de 8. Et le battement de 8, c'est un battement particulier dans le fonctionnement cérébral du cerveau. Et les hémisphères vont progressivement se synchroniser autour de ces 8 Hertz, qui est un battement électroencéphalographique associé à un état de détente profond. Voilà. Alors on peut créer des battements très rapides, ce qui va permettre, associé au son cristallin très aigu que je vous ai fait écouter tout à l'heure, de dynamiser une attitude intellectuelle, donc sortir de l'écoute avec un retour à une appétence intellectuelle, à une possibilité de travailler par exemple sur un dossier tard le soir alors que la journée était impossible au bureau et qu'on a une tête comme ça. Ça permet de faire un peu un lavage rapide et de pouvoir reprendre la tête claire, le travail à amener à la maison. Il ne faut pas faire ça tout le temps, c'est pas bien. Voilà. Alors, maintenant que vous savez comment fonctionne ce procédé-là, on s'aperçoit qu'avec les programmes, on a donc 4 programmes. Il y a 8 programmes de base. On a marqué 56 là parce qu'il y a des variations. Et je vais vous expliquer à quoi consistent ces variations. Et on a donc 8 programmes de base parce que sur les 15 années de travail et surtout les 5 dernières années, j'ai pu donc dégager 4 programmes
apaisant et 4 autres programmes toniques. Le tout étant quand même bien encadré, bien situé dans ce que j'appellerais un espace de calme. Qu'on aille vers l'apaisement ou qu'on aille vers la tonicité, on est quand même dans un espace de calme. Les 4 programmes apaisants sont donc les programmes qui sont en clair ici. On a donc activateur de calme, tout simplement. C'est le premier que j'ai conçu. Et il permet de travailler autour d'une lutte quotidienne contre le stress. Donc tous les soirs, on peut en faire un peu. Et puis, on va pouvoir un petit peu se dégager du stress au lieu de l'accumuler. On a apaisement des tensions musculo-squelettiques. Donc, c'est un programme qui va permettre de lutter contre les douleurs ou les tensions. Et ce programme est actuellement donc utilisé en maison de retraite et permet d'obtenir des effets antalgiques. On a un programme qui est un programme de lâcher prise pour les gens qui sont trop dans leur mental et qui ont besoin de vraiment rapidement décrocher et puis retourner vers ce qu'on appelle le rêve éveillé d'une façon plus simple. Et on a un dernier programme qui est donc un programme en rapport avec l'acuité, non, le stress, pardon, c'est ça, voilà. Ça sont les 4 programmes apaisants. Et puis au niveau tonique, on a 2 programmes tonus corporel et tonus cérébral qui correspondent plutôt à une dynamisation. Sur le plan corporel, le tonus corporel, c'est plutôt un maintien des masses musculaires, une activation de l'oxygénation du corps par des vibrations. Tout se passe plutôt dans les vibrations mécanotranscutanées qui sont associées au fauteuil. Et le casque, c'est surtout du domaine du divertissement. Et puis les 2 programmes, le programme tonus cérébral, lui, va faire l'inverse. Ce qui se passe au niveau du fauteuil, c'est plutôt un entretien pour ne pas trouver le temps que le corps se délasse et ne trouve pas le temps trop long. Et tout va se passer dans le casque. Et pour les 2 starters, qui sont 2 programmes toniques, ce sont des programmes utilisés ponctuellement parce qu'ils vont donner des coups de fouet. Donc on a un starter physique qui permet d'avoir une grande dynamisation corporelle. C'est intéressant par exemple quand on est fatigué le soir et qu'on désire repartir en voiture. On fait ce starter-là, on va vraiment être pendant 4 heures en pleine tonicité, on n'aura pas du tout envie de dormir. Et le starter intellectuel, c'est pour donner un coup de fouet au niveau cérébral pour finir à dossier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors que le tonus intellectuel, c'est plutôt pour un entretien d'une constance au niveau de ses capacités d'attention. Par exemple, on a 55 ans, on se dit tiens, j'apprendrai bien une langue étrangère, on commence et on se dit oh là là, c'est plus de mon âge. Ben, si on travaille avec ce programme-là, on va pouvoir plus facilement aborder le sujet et retrouver cette concentration, cette possibilité de mémoriser au fil de l'usage du programme. Voilà ce que je voulais dire sur ces programmes. Voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je n'ai pas trop dépassé, c'est un petit peu 40, tu vois, c'est pas mal. On est dans les temps. Au niveau des écoutes, je peux vous faire écouter un dernier son qui est intéressant. C'est encore des cristaux, d'autres types de cristaux. Vous entendez bien ces petits sons tout fins. Moi je les entends pas, je suis derrière, mais devant on doit les entendre, ça les projette très fin. Voilà. Alors les sons de clochettes qu'on a dans certains programmes, on se dit tiens c'est des clochettes, il allait faire des prises de son avec des moutons. Ben non, c'est des sons qui sont travaillés de cette façon-là. Mais pour des raisons de convivialité, je les ai fait ressembler à quelque chose de connu. Parce que souvent il y a une perte de... C'est pas le son, ça. Je sais pas, c'est une voiture. Ouais. Donc, oui, la dernière chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui concerne les programmes, c'est qu'il y a marqué 56 et je ne vous ai pas expliqué pourquoi. C'est parce que lorsque j'ai travaillé avec des neuropsychologues ou des psychomotriciens ou des psychologues qui ont utilisé les programmes, ils ont préféré travailler avec des programmes purs, sans encapsulage, c'est-à-dire uniquement avec les sons techniques que je viens de vous faire écouter. Il va sans dire que ces sons techniques sont pas forcément simples à écouter par nature.
Hein, c'est comme si on veut prendre quelque chose pour se faire plaisir, on va prendre un bonbon. Hein, si on veut se faire plaisir pour avoir une bonne saveur dans la bouche, on va pas prendre un Doliprane, ça va pas le faire, hein, comme on dit. Donc, tu es d'accord avec moi, hein? Oui. Bon, et donc, tu vois, alors par contre, si le Doliprane, on y met une petite couche de chocolat puis qu'on l'avale assez vite, ça va passer, quoi. Ouais. Et bien là, c'est pareil, ces sons techniques, en eux-mêmes, ils ne sont pas musicaux, ils n'ont pas de référence culturelle, ils ne sont pas esthétiques à proprement parler, et surtout, ils ne sont pas construits pour créer une musique. Donc, ils vont arriver un peu à la va comme je te pousse, a priori, par rapport à des références musicales. Donc, il a été décidé de proposer des environnements, soit musicaux, soit associés à la nature, à des sons de la nature, de manière à ce que les gens puissent rentrer dans les programmes sans qu'il y ait un blocage, qu'on appelle en jargon en tant que compositeur, quand on travaille en échanges internationaux avec d'autres centres, des ruptures de référents culturels. C'est-à-dire que si on écoute par exemple un raga indien, nous on est en rupture de référents culturels, on ne comprend pas ce que fait la chanteuse, elle chante en microtonalité extrêmement fine, 16e de ton parfois, nous on croit qu'elle a un vibrato cassé dans la voix, alors qu'en fait elle est en train de faire des micro-mélodies à travers de macrostructures. Nous on ne les entend pas, et on se dit, oh le vibrato, qu'est-ce qu'il est moche. Et puis, donc parce qu'on n'a pas la clé, si on a donc ces sons purs, on n'a pas de clé esthétique en plus. Donc même si on voulait faire un apprentissage, on n'y arriverait pas. Par contre, si on enrobe ça avec, pour certaines personnes, des variétés des années 40, 50 en maison de retraite, ça marche très bien. Si on environne ça avec des sons classiques, pour les gens qui préfèrent quelque chose un peu plus savant, si on environne ça avec des sons extraits du monde ou apparemment extraits du monde, ou avec des sons de la nature, on va arriver à ce que les gens rentrent dans les programmes plus facilement. Voilà. Mais ces encapsulages ne sont pas constants. Ils durent pendant 2-3 minutes, puis après ils diminuent d'intensité par exemple, et on a les sons techniques qui arrivent. Puis ils réapparaissent un peu, parce que parfois on a des personnes qui ont besoin d'être rattrapées. C'est pour cette raison-là aussi que les programmes sont proposés en 3 durées. Une durée de 20 minutes qui est la durée utile pour une utilisation quotidienne, et ensuite, quand on a pris l'habitude des sons techniques, on n'a pas besoin de temps d'encapsulage musicaux pour les introductions aussi longs, donc on va très très vite passer les gens dans les sons techniques. Mais les gens ayant pris l'habitude des sons techniques, s'ils sont faits, il y a une accoutumance à l'écoute qui a été réalisée, et finalement ils arrivent en 10 minutes à vivre une expérience de bien-être thérapeutique aussi prégnante qu'en 20. Et le 3e programme, il dure 30 minutes, c'est pas les parties d'encapsulage musicaux qui sont qui sont plus longs, c'est simplement les parties techniques qui sont plus longues, et 30 minutes, c'est vraiment, si on a une rechute, on a vraiment besoin d'un soutien, on prend le programme de 30 minutes. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, je pense que vous pouvez me poser des questions, ou vous essayez d'abord, pour ceux qui n'ont pas essayé, et puis après, je réponds à vos questions. Voilà. Vas-y, Guillaume, dis-moi. J'ai oublié quelque chose, peut-être. Est-ce qu'il serait intéressant de faire témoigner des personnes qui ont déjà... Ah oui, bien sûr. On peut proposer un peu un témoignage. Bon, alors, par exemple, on peut demander l'avis de quelqu'un qui est dans le métier médical et qui a essayé. On peut demander à Baudouin comment s'est passé ce contact avec cette station. Mais bon, j'ai entendu parler de cette station par Alexandra, qui l'avait testée lors d'un... Je pense que c'était... Et donc, ce qu'elle en a dit, c'est-à-dire le fait que... Il faut savoir qu'Alexandra est quand même... Dans la partie de mes amis que j'appelle des magiciens, donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ultra sensible. Donc pour elle, ça équivalait à faire un voyage multidimensionnel. Par conséquent, elle a attisé ma curiosité. Et moi, je suis venu simplement vérifier si effectivement je ressentais quelque chose qui se rapprochait de ça. Et personnellement, ce que j'ai éprouvé, c'était plutôt... J'avais eu le programme
je pense que c'était le lâcher-prise. Et alors celui-là m'a vraiment donné la même impression que quand je sors d'un massage. C'est-à-dire je suis totalement détendu et ma tête est tranquille. Ça, j'ai beaucoup éprouvé. Ça, c'était du point de vue des sensations. Je pourrais aller plus loin en disant que finalement, j'ai vécu durant cette séance une expérience qui pourrait s'intituler, allez, je veux dire, une connexion avec l'élément eau, puisque l'eau était excessivement présente et j'avais une impression peut-être presque utérine en tout cas. Mais bon, ça c'est quelque chose, je pense, comme on dit, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut éprouver sur cette station est individuel et personnel, suivant la sensibilité qu'on a. Et donc, moi je pense vraiment que plutôt que de longs discours, je pense que le mieux c'est de l'essayer. Donc, je suis naturellement plein de curiosité et je me demande ce que je peux en faire de cette station. Parce que c'est évident qu'on peut imaginer de créer une station pour deux. Rien n'empêche l'imagination d'aller de plus en plus loin. C'est-à-dire, et donc, franchement, je pense que c'est quelque chose qui... C'est le début d'une aventure, à mon avis, mais il y a pas mal je pense, d'ouvertures possibles. Et bon, tout petit déjà, on me disait que je finirais sur la chaise électrique, j'en ai une aujourd'hui. Mais bon, c'est aussi, allez, je veux dire, ça a ce côté magique d'une espèce de tapis volant sur lequel on s'installe et on voyage de toute façon. Donc, je pense que vraiment ça ouvre pas mal de portes. Et donc, je suis curieux de voir combien de portes justement ce modèle comporte et combien je peux t'en réclamer par la suite. Les modèles qui ont été commercialisés sont des modèles bien-être, mais pendant les 5 années qui ont précédé la réalisation, la création de cette entreprise, j'avais créé une association qui s'appelait Au Bonheur des Sons et dans laquelle, en fait, les gens venaient par eux-mêmes, hein, et de bouche à oreille, ça s'est su. Et il n'y avait pas de fauteuil comme ça, il y avait une surface qui prenait les gens debout, ils montaient sur un marchepied qui était audio-vibrant et ils étaient amenés à la position horizontale. Et il n'y avait pas 3 vibreurs comme là, mais il y en avait 6. Dont un sur la boîte crânienne, plusieurs au niveau des mollets et donc un de plus au niveau du dos et au niveau des mains pour répondre à votre question. Et tout était piloté par ordinateur parce que là, plus moyen de trouver un support qui gère autant de points. Et les intensités diffusées étaient bien plus fortes que ce qui est actuellement proposé dans le fauteuil, sachant que si le fauteuil on passe des intensités proposées à 37 à 40, et qu'on passe brutalement à 50, on tombe dans des vibrations que je considère comme d'un niveau thérapeutique. Par contre, dans ce cas-là, on ne peut plus en faire 48 heures d'affilée. Hein. Il faut, et d'ailleurs dans ces 48 heures, l'ingénieur méthode m'a dit, pour être sûr de notre coup, vraiment pas prendre de risque, parce qu'en fait, comme il certifie, c'est lui qui prend le risque finalement, hein, si jamais il y a un pépin. Donc il dit, on me propose 30 minutes de repos de la personne, 30 minutes de repos, dans la marge par rapport à l'amplification qui est sur l'instrument de 37 à 41. Mais si on passe dans les points 45, 55, on tombe sur des intensités beaucoup plus fortes. Et là, on est à un niveau beaucoup plus proche de ce que j'ai fait pendant ces 5 années de recherche. Et là, on est proprement dans la thérapie. Alors, pour une question de voyage, il faut savoir que sur cette table où il y avait tant de points vibrants, quand on était sur ces intensités-là, eh bien, les gens décollaient tous de la table. Alors là, quand les gens remplissent ces questionnaires, on en est à peu près à 400, 500, il y a toujours une case qui est cochée, c'est sensation d'être plus léger, à un moment ou à un autre, voire pendant tout le temps. Mais vraiment plus léger. Certains nous disent même on est un peu décollé du siège. Alors que sur la surface, les gens disaient on est au-dessus. Et quand ça s'arrête, c'est terrible parce qu'on retombe. Et
Après, quand il passait en position verticale, il y en a dont les jambes s'affaissaient tellement la gravité reprenait ses droits, et dont on a quand même 35 tonnes sur les épaules, hein, on continue, on ne s'en rend pas compte, mais parce qu'on a l'habitude, mais c'est ça la gravité. Ils sont totalement légers. Voilà, alors ça c'est pour dire qu'on peut aller plus loin. Alors après, on va pas en parler comme ça, mais à deux, effectivement, on pourra en causer ensemble, c'est intéressant aussi. Et donc, on a une naturopathe et son mari cardiologue qui ont donc acquis un fauteuil, elle pour son travail et lui il en profite, qui m'a dit mais ce serait intéressant de travailler sur un programme pour les déficiences sexuelles. Les personnes qui ont donc eu, la plupart du temps, ces gens-là qui ont du mal à retrouver une appétence sexuelle. Les gens qui ont eu un deuil, ils ont quitté, il y a eu une personne, leur conjoint qui a décédé, et c'était pas un divorce, c'était pas, bon, il y a vraiment, l'amour était toujours là, et puis 5-6 ans plus tard, elle retrouve un ami, puis l'ami finalement devient plus qu'un ami, et ça marche pas. Et rien n'y fait, bon, les molécules chimiques font, mais ça suffit pas, ils ne sont pas bien du tout, et en général, ils ont du coup un rejet, ils ont des problèmes autres qui naissent parce que la chimie les travaille malgré eux, alors qu'en eux, il y a quelque chose qu'il faudrait remettre en route. Et donc, je suis en train de travailler sur un programme de ce type-là, je crois qu'il me faut encore au moins 6 mois, au moins, pour le proposer en test. Qu'est-ce que tu as choisi comme programme, toi? Alors moi, c'était le programme tension musculaire, parce que j'avais vraiment très mal au dos. Tu sentais quelque chose avant de faire l'exercice? Avant de faire la séance, j'avais vraiment une tension au niveau du dos et au niveau de la tête. Et donc j'ai demandé la tension musculaire. Oui. Donc au fur et à mesure que la séance s'est déroulée, j'avais vraiment l'impression que toutes les vibrations qui partaient de mes pieds, puisqu'on a des vibrations au niveau des pieds, faisaient éclater toutes les petites particules qui étaient justement tension, comme si ça éclatait un petit peu comme les poussières d'étoiles, ou vraiment comme un petit bing bang là, qui fait pouch, 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 pouch. Et au fur et à mesure, ça circulait vraiment d'abord au niveau des pieds, puis au niveau des jambes, et puis au niveau de la colonne. Donc c'était très intéressant pour moi de sentir justement cette énergie qui se diluait quelque part, que les tensions se diluaient au niveau des vibrations des pieds. Par rapport au son, c'était plus là au niveau du son du casque, c'était plus une relaxation qui me permettait de ne plus penser à mes douleurs et qui me permettait de voyager à travers un rêve, on va dire un rêve éveillé. Et les deux sont un qui me faisait partir dans une autre dimension, dans un rêve éveillé, et les vibrations qui rentraient des pieds, ça faisait un mélange que, à la fin de la séance, j'étais pratiquement une nouvelle personne, sans mes douleurs musculaires. Donc c'était parfait pour moi. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Merci à Audiovisuel.